Les enjeux écologiques et climatiques trouvent aujourd'hui une résonance mondiale et nous obligent à interroger la capacité de nos sociétés à coexister avec une planète vivante et viable. Nous allons explorer ici un site singulier du Val d'Oise. La bergerie de Villarceau est engagée depuis plus de 20 ans dans une transition agroécologique qui redessine un territoire rural au cœur du parc naturel régional du Vexin français. Ici sont expérimentées d'autres manières de produire, de consommer et de travailler collectivement en valorisant et en préservant les ressources naturelles du territoire. Lieu de rencontre, de réflexion, d'action collective autour de l'agroécologie et de la durabilité de nos modèles sociétaux, la bergerie de Villarceau propose, sur plus de 600 hectares, un site unique pour s'interroger sur les enjeux actuels. Au-delà d'un modèle agricole respectueux des ressources naturelles, elle s'engage dans un projet reliant les hommes entre eux et avec leur environnement. Démarrons ici par une exploration, un tour de plaine, à l'échelle du promeneur à travers champs, le long des chemins buissonniers et des lisières de haies. De prime abord, l'aspect ordinaire de ces paysages agricoles ne laisse pas deviner la diversité d'expériences et de pratiques qui en sont à l'origine. Et pourtant, la conversion agroécologique de la bergerie s'est accompagnée de modifications spatiales nécessaires. Prenons le temps ici d'observer et de lire plus finement ces paysages. La légère déclivité du plateau permet de découvrir une succession de parcelles en lanières bordées par des bandes enherbées ou par des haies. La première est rythmée par des arbres de haut-jet et des sujets buissonnants. On comprend qu'elle a été exploitée par recépage, alors que la seconde a un port plus homogène. Au loin, le long des clôtures, une végétation spontanée se développe. Enfin, à l'arrière-plan, on trouve une lisière et un horizon boisé, omniprésent à Villarceau. Ce qui marque ici, c'est l'association de l'arbre sous différentes formes. Haies, isolés, forestiers, avec des parcelles agricoles. On est donc sur un espace productif où l'arbre est très présent. Les chemins sont larges, permettant de croiser les usages liés à la production agricole et les usages récréatifs. Un élément emblématique du paysage de Villarceau s'incarne sur ces parcelles systématiquement clôturées. En effet, selon le stade de rotation, une parcelle accueille successivement prairies pâturées par des troupeaux de vaches, de moutons et cultures annuelles. Les animaux profitent de l'abri et de l'ombrage des arbres présents autour ou au sein même des parcelles et ont accès à certains bosquets. L'abrutissement des bêtes sur les arbres crée une ligne nouvelle, bien lisible dans le paysage. En plaine, c'est-à-dire sur le plateau cultivé, on voit une diversité de surfaces labourées, en herbe, cultivées de céréales ou de légumineuses. Ici, par exemple, une parcelle en prairie, une cultivée en tournesol et une fine bande où l'on a essayé la culture de quinoa. La vue porte loin. Nous sommes sur le plateau du Vexin, dont les vallées sont encaissées, comme on devine ici, entre deux masses boisées. C'est la naissante vallée du Rue de Chaussy. Des cheminées dans la prairie nous interpellent. Elles témoignent de l'exploitation passée du sous-sol calcaire de ce plateau. Au premier plan, on peut voir un espace de stockage du foin ou de la paille, accolé aux deux bâtiments de l'exploitation en bardage de bois. Le premier accueille le matériel agricole, l'atelier, le fourrage, la bergerie pour les moutons, le moulin et le fournil.
L'autre, plus ouvert, sert à la stabulation des vaches et au stockage en silos des céréales. Enfin, on remarque un pré-verger, une parcelle plantée de pommiers. Nous voici donc au cœur d'un territoire rural où nous découvrons une diversité de pratiques respectant la biodiversité cultivée ou sauvage et produisant un paysage riche. À la bergerie, une vision systémique du territoire et de la société a permis de développer des pratiques agronomiques et sociales intégrées dans le fonctionnement général des sociétés. La bergerie de Villarceau se trouve dans le parc naturel régional du Vexin français, au nord-ouest de la région francilienne. Elle est caractérisée par ses grandes plaines céréalières ainsi que par le patrimoine associé aux anciens domaines agricoles. Elle constitue un territoire agricole et forestier de plus de 600 hectares qui était historiquement associé aux domaines qui le bordent à l'ouest. On distingue de grandes surfaces boisées qui couvrent 230 hectares cadrant le site au sud-ouest et à l'est. Les terres agricoles occupent l'essentiel des surfaces, soit environ 400 hectares d'un seul tenant, ce qui constitue une remarquable ferme vexinoise. La moitié de ces terres est en prairies, pâturées ou fauchées. Le parcellaire agricole présente un découpage laniéré, avec des parcelles ne dépassant pas 10 hectares. Les espèces cultivées sont diversifiées, déclinant près de 14 productions différentes. Ces cultures sont échelonnées sur un cycle de 8 années par parcelle appelé rotation. Les 4 premières années en prairie permettent d'augmenter la fertilité des sols et de limiter le développement des adventices. Les 4 années suivantes reçoivent alternativement des céréales et des légumineuses, principalement à destination de l'alimentation humaine. La bergerie de Villarceau s'organise sur le plateau d'Aumerville, cadré par les vallées du Ru de Chaussy et du Ru de Préfontaine. Ce plateau est constitué par une roche-mère calcaire sur laquelle on trouve des sols de limon profonds, propices à l'activité agricole. La bergerie de Villarceau apparaît comme un îlot singulier dans un territoire agricole majoritairement spécialisé dans les grandes cultures. Quelle est l'origine de cette singularité de paysage ? Pour y répondre et pour comprendre la diversité des paysages de Villarceau, la démarche qui en est à l'origine, un retour dans les grandes évolutions agricoles et sociétales de la seconde moitié du XXe siècle s'impose. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens, détruits et soumis au risque de famine et de pénurie alimentaire, s'engagent dans la reconstruction de leur système productif agricole et industriel. Cette période marque le début de plusieurs décennies de modernisation de l'agriculture, parfois appelée Seconde Révolution agricole ou Révolution verte. Elle est soutenue par la mise en place de la PAC, la politique agricole commune européenne. La motorisation, le réaménagement parcellaire, l'introduction des variétés hybrides, la spécialisation et l'usage des produits chimiques vont transformer en profondeur et durablement nos modèles agricoles. Ce nouveau modèle d'agriculture va faire l'objet de critiques de plus en plus fortes quant à ses conséquences sur la qualité des aliments, sur l'environnement, mais aussi sur les déséquilibres économiques qu'il génère à l'échelle mondiale. Dans la lignée du rapport de Brundtland, qui voit émerger la première définition du développement durable, et suite au premier sommet de la Terre en 1992 à Rio, des groupes de réflexion remettent en question les orientations de la PAC. Donc à ce moment-là, il y a un groupe qui a joué un rôle très important. En 1992, c'était le groupe de Seillac qui était présidé par Edgar Pisani, qui a été un grand ministre de l'Agriculture, enfin le grand ministre de l'Agriculture, presque une figure tutélaire, parce que c'est lui qui avait conduit la modernisation, mais et de manière symptomatique, mais intéressante. À la fois, il avait une vision critique de cette modernisation, il avait bien conscience que les enjeux avaient changé, il avait constitué autour de lui un groupe de personnalités du monde agricole et hors du monde agricole. Et c'est ces gens-là que nous sommes allés voir, syndicalistes agricoles, des fois industriels, qui avaient réfléchi sur qu'est-ce que devait être l'agriculture de demain, avec cette idée que l'agriculture n'existe pas en tant que telle, elle n'est que l'expression dans le domaine de la production alimentaire des enjeux d'une société. Engagée dans l'émergence d'une communauté mondiale et intervenant dans les champs de la gouvernance, de l'éthique et des modes de vie durables, la Fondation Charles Léopold Meyer pour le progrès de l'homme
est propriétaire du domaine de Villarceau, acquis en 1976. Jusqu'à 1992, l'exploitation céréalière qui s'y trouve est alors sur un modèle conventionnel, industrialisé, fortement spécialisé et se révèle en incohérence avec le discours de la Fondation. À Villarceau, on produisait du blé subventionné par l'Union européenne qui allait soit être déversé sur le marché mondial, soit nourrir des animaux, notamment des poulets, qui étaient ensuite déversés à leur tour sur le marché mondial et donc qui cassaient les marchés. Et donc à un moment, le conseil de fondation dit ça n'est plus possible. C'est surtout que tout ça était structuré autour de l'idée qu'on produit beaucoup de produits végétaux avec des rendements très élevés et on les transforme en produits animaux. Ce qui fait qu'au niveau de la planète, compte tenu du fait que la transformation des ressources naturelles en animal est beaucoup moins efficace que la transformation du produit végétal, on appauvrit en fait les ressources alimentaires disponibles pour nourrir une planète qui aura bientôt 9 milliards d'habitants. Dans ce contexte-là, le Conseil dit on va faire de la gestion durable, agricole et rurale, et avec la notion de territoire, c'est-à-dire qu'on inclut les forces sociales présentes, et pas seulement la question purement agricole, ce qui, à notre sens, était et est toujours une erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent à l'aube du XXIe siècle de 600 hectares de terres agricoles et forestières à 80 bornes de Paris? Voilà. Si on veut résumer ça, c'est comment il faut le manager, comment il faut le faire évoluer pour que ce domaine serve le monde qu'on a envie de voir advenir, c'est-à-dire un domaine qui va reconstruire du lien social, reconstruire des identités, ne pas polluer la planète, mais au contraire reconstituer une fertilité, une richesse agroécologique, et contribuer à la formation, mais tout azimut, des enfants, des étudiants, des adultes, etc. En 1995, la Fondation confie l'exploitation à une équipe de 3 ingénieurs agronomes pour expérimenter à la bergerie de Villarceau une transition agroécologique pour une société soutenable. L'autonomie et la résilience sont les 2 clés de voûte de la démarche. L'autonomie est la capacité d'une ferme à produire des biens, des services, disposer de sa liberté de décision et de développer des actions permettant de maintenir son indépendance tout en assurant son développement. Elle concerne ici principalement autonomie en semences, fertilisants et produits phytosanitaires, autonomie en alimentation animale, fourrage, céréales, autonomie commerciale, autonomie décisionnelle. La résilience est la capacité à s'adapter à différents types de fluctuations environnementales, sociales ou économiques, à supporter de nouvelles perturbations ou chocs externes. Elle concerne ici la résilience face aux perturbations techniques, climatiques et environnementales, mais aussi financières, commerciales, législatives et institutionnelles. Le choix de l'agriculture biologique, alors à ses prémices, s'impose. S'affranchir des engrais chimiques et des pesticides favorise la biodiversité et la qualité de l'eau. De plus, cette certification permet d'officialiser des pratiques choisies, portant un message politique fort. Elle permet de travailler en réseau à l'échelle nationale, tout en assurant un échange avec les consommateurs. Donc la COP a commencé à parler d'agriculture biologique. On est il y a plus de 20 ans, en 1996, donc ça apparaissait à l'époque comme quelque chose de révolutionnaire, mais c'était quand même quelque chose qui nous paraissait intéressant d'un point de vue agronomique, écologique. Enfin, bon, il y avait pas mal d'atouts à cette forme d'agriculture. Les premières actions vont ainsi s'attacher à créer sa propre fertilité et à trouver des solutions pour lutter contre les adventices et les ravageurs. La base de la production repose sur le principe de transfert d'azote par les animaux ou les végétaux, car c'est un élément essentiel pour favoriser la croissance des plantes cultivées. Pour éviter d'utiliser des engrais azotés artificiels, on intègre donc, dans la rotation de culture, des plantes légumineuses qui fixent l'azote du sol et de l'air. Ces légumineuses sont de 2 ordres, fourragères ou à graines qu'on cultive dans les champs. Ces prairies,
outre l'avantage de bien fixer l'azote et de restructurer le sol, limite également le développement des adventices, tout en constituant des zones de biodiversité favorables aux auxiliaires des cultures. Pour valoriser et entretenir ces prairies, la transition s'est poursuivie avec le maintien d'un troupeau ovin et l'introduction d'un élevage bovin. Ces animaux herbagers, rustiques, sont complémentaires à la production céréalière. Aujourd'hui, 80 vaches de race Salers ainsi que 80 brebis de race Suffolk, Est-Haleine Mérinos et Île-de-France sont élevées à la bergerie. L'animal s'inscrit dès lors pleinement dans le système agroécologique global en permettant, grâce aux pâtures, la transformation et le transfert de fertilité. La diversification importante des cultures annuelles, allant jusqu'à 14 espèces cultivées, rend l'exploitation moins vulnérable aux aléas de production, avec la volonté de ne plus produire massivement pour l'alimentation animale, mais aussi pour les hommes. On va choisir les bonnes variétés pour être résistantes aux maladies, et puis on va miser sur l'environnement de la parcelle, c'est-à-dire les prairies, mais tout ce qu'on peut aussi aménager autour des parcelles pour lutter contre les ravageurs des grandes cultures. Et donc ça suppose derrière d'avoir une gestion différente du parcellaire cultivé de deux manières. C'est la réduction de la taille des parcelles. Avant, on avait des parcelles qui faisaient 15, 20, 30 hectares. On les a réduites pour que justement les auxiliaires puissent coloniser rapidement et convenablement l'ensemble des parcelles, pour avoir un maillage spatial des cultures plus important, donc en diluant les risques dans le paysage. Et puis, on a entouré ces parcelles, soit de bandes enherbées, soit de haies, pour justement augmenter les zones écologiques dans lesquelles est susceptible de s'implanter la biodiversité auxiliaire. Les haies sont constituées d'essences locales variées qui occupent différentes strates végétales. Elles sont anciennes ou bien issues de l'implantation de nouveaux alignements qui marquent le paysage. L'idée, c'était de se dire l'arbre est un élément du paysage incontournable et l'arbre est indispensable à la production agricole, ne serait-ce que parce qu'il abrite les oiseaux qui vont manger les insectes qui sont sur les cultures, rien que ça. Mais il abrite des insectes, il permet à des insectes de nidifier, notamment la haie est une zone d'interface, donc c'est une zone écologiquement hyper riche. Et toute diversité écologique participe à la pondération de l'écosystème, à la façon dont l'écosystème est plus ou moins résilient. Pour poursuivre l'expérience en agroforesterie au sein d'un système de polyculture élevage bio, près de 650 arbres de 6 essences différentes ont été plantés en 2011 au milieu de parcelles cultivées ou pâturées. Associer pleinement l'arbre dans le système agricole nécessite de se placer sur une échelle de temps long et recèle une grande part d'expérimentation. La cohabitation avec le troupeau de Salers et la mécanisation des travaux agricoles a nécessité un important travail pour concevoir et protéger les plantations d'arbres avec son lot d'échecs et de réussites.
Novatrice par son ampleur, l'agroforesterie sous différentes formes fait de Villarceau un site riche. Ces expériences permettent d'explorer les possibilités sur un même territoire agricole, de combiner culture, élevage et production de bois. Progressivement, l'intérêt suscité par Villarceau sur ces questions en a fait un lieu privilégié pour accueillir des dispositifs de recherche sur l'agriculture biologique, ainsi que pour les formations et le partage sur les questions agricoles. Mais ici, la ressource principale en bois provient de la forêt. Composée d'essences feuillues continentales, chênes, hêtres, charmes, la forêt occupe ici une place à part entière. Elle est gérée dans le cadre d'un plan simple de gestion défini pour 15 ans. Le propriétaire privilégie toujours une recherche de durabilité à long terme, une sylviculture douce favorisant la régénération naturelle et la richesse biologique de ces milieux. De plus, une attention particulière est apportée à la préservation de la biodiversité et au partage du territoire pour les loisirs. Des prélèvements de bois valorisent au mieux les produits, bois d'œuvre ou bois énergie, en favorisant les circuits courts. Par exemple, le bois énergie produit est broyé en plaquettes, séché, puis consommé sur place dans les chaudières de la bergerie. Il permet ainsi d'alimenter le réseau de chauffage de ces bâtiments. Parallèlement à cette démarche, d'importants travaux de réhabilitation et d'isolation ont été réalisés sur les anciens bâtiments de la bergerie. Les principes de l'éco-réhabilitation ont pu être mis en œuvre pour la création d'un établissement recevant du public, inclus dans un périmètre de protection de monuments historiques. La consommation énergétique a été optimisée pour tendre vers une plus grande sobriété et contribuer davantage à l'autonomie globale du site. L'objectif est complètement de s'aligner sur la philosophie et les travaux de Négawatt, c'est-à-dire la première chose c'est la sobriété, la meilleure énergie c'est celle qu'on n'a pas consommée, et la sobriété c'est diminuer son nombre de voyages, ne pas chauffer trop chaud, donc c'est un effort pour réduire sa consommation. La deuxième chose c'est effectivement l'amélioration et l'optimisation, bien isolé, avoir une chaudière qui tourne bien. On a repris tous les réglages, que ce soit les réglages de régulation de température dans les locaux, la position des sondes, les réglages de température sur le réseau de distribution, les réglages en chaufferie. Tout ceci afin de faire des économies. Alors au plan global, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait par ce biais-là un bon 30% d'économies et que par ailleurs, on a amélioré la qualité du bois qui nous a fait économiser encore quelque chose d'équivalent, ce qui revient à dire que ce qui nous a permis de diviser par 2 la consommation de bois pour le chauffage. 20 ans après le lancement du projet de transition, les ambitions de départ n'ont cessé de se diversifier. L'exploitation agricole a atteint un rythme d'équilibre et la faisabilité de cette expérience est probante. Le changement des pratiques a généré un impact environnemental positif sur les sols, les paysages, la biodiversité ou encore sur la qualité de l'eau. Autant d'aspects dont bénéficient les habitants du territoire qui profitent de ce cadre de vie préservé. L'ancien corps de ferme éco-réhabilité est un lieu de rencontre grâce à la présence de gîtes de groupe et gîtes ruraux, salles de réunion et de restauration. Géré par l'association Écosite, il permet de favoriser le débat tourné vers le développement durable. Le public sensibilisé est large. Entreprises, institutions, chercheurs, étudiants, associations, mais aussi des scolaires et des centres de loisirs. Écosite se tourne également vers un public plus large, proposant un cadre privilégié pour des week-ends entre amis, mariages ou autres fêtes de famille. Parallèlement, le Centre d'éco-développement de Villarceau anime un pôle de réflexion et d'information sur les rôles de l'agriculture et plus largement du territoire rural dans le cadre d'une transition vers une société plus durable. C'est une association qui s'est créée en 2006 et aujourd'hui c'est une petite association puisqu'on a 3 salariés en 2020 et elle fonctionne dans sa gouvernance avec un conseil d'orientation d'une dizaine de chercheurs ou membres de différentes institutions. C'est un pôle de réflexion qui a construit son projet stratégique sur 2 grands axes. Un axe qui tourne autour des systèmes agricoles et alimentaires durables et un deuxième axe qui tourne
et qui se centre sur les systèmes énergétiques et territoires durables. La spécificité de Centre Éco-Développement, c'est de pouvoir se saisir de l'opportunité de travailler sur le domaine de Villarceau, qui a construit cette transition à la fois au niveau agricole, mais aussi au niveau territorial, avec un réaménagement complet de son espace, pour pouvoir expérimenter sur le local, mais aussi travailler avec les collectivités, que ce soit le parc naturel régional du Vexin ou la communauté de Cergy-Pontoise, puisqu'on lance un travail de collaboration sur les systèmes agricoles et alimentaires durables. Et enfin, à l'échelle nationale, CEV se construit autour d'un pôle de réflexion et un plaidoyer national autour de 2 grandes questions et 2 réseaux nationaux. Le réseau IDEA comme indicateur de durabilité des exploitations agricoles pour mesurer et développer une méthode d'évaluation de cette durabilité qu'on met en place sur le site de Villarceau, et aussi avec le réseau de paysages après pétrole pour questionner et porter le plaidoyer que la transition agroécologique doit se penser aussi en intégrant la question des paysages. Le Centre Éco-Développement a pris la suite en fait du groupe de juin, du groupe de réflexion d'un certain nombre de chercheurs qui ont accompagné la transition de la ferme vers une exploitation en polyculture élevage, donc toute la transition entre cette ferme en grande culture vers la polyculture élevage. Centre Éco-Développement continue à accompagner cette transition et à l'évaluer avec la méthode IDEA. Il y a aussi toute la partie d'accueil et de médiation avec le public pour lequel l'espace est ouvert, et donc Centre Éco-Développement contribue à mettre en place un certain nombre de visuels et de panneaux pour expliquer comment tout cet réaménagement de l'espace contribue à cette transition écologique. Et enfin, aujourd'hui, Centre Éco-Développement a aussi un projet d'accompagnement de la Fondation sur sa forêt pour aller vers une forêt douce et durable et une gestion complètement différenciée de ce qui se fait dans les massifs classiques. Un autre organe incontournable est la COP Saveurs du Vexin. Fondée en 2001, avec pour objectif de promouvoir l'agriculture et l'élevage biologique, elle crée un lien direct entre producteurs et consommateurs. Ces derniers, tous bénévoles, sont ainsi au cœur de l'organisation de ce petit marché bio qui ouvre ses portes une fois par mois. On y trouve des produits issus de la bergerie et d'autres productions majoritairement locales. Nous achetons à des producteurs directement en évitant le plus possible, notamment pour les produits frais locaux, les intermédiaires. Ce qui laisse une marge plus importante aux producteurs et nous permet d'avoir aussi une petite marge, tout en offrant à nos coopérateurs donc, un produit à des prix quand même nettement plus bas. Et cette volonté, c'est pas seulement une question de prix, c'est une question de qualité. Parce que ça nous permet de bien connaître nos producteurs, de voir comment ils travaillent, de suivre leur travail. Et donc, on est sûr de la qualité de ce que l'on vend. Voilà, donc on est dans un rapport qui n'est pas seulement un rapport de consommation, qui est vraiment une interrogation sur la manière de consommer, de produire. Les deux sont absolument inséparables. Dans cette logique d'expérimentation d'une filière courte et durable, un moulin et un fournil à pain ont été construits au sein de l'EARL du Chemin Neuf. Les céréales produites localement sont ainsi transformées de façon artisanale par le boulanger. Le reste de la production est vendu à une coopérative céréalière engagée. Et enfin, sur le projet de maraîchage, en fait, Centre Éco-Développement a accompagné la création d'une nouvelle exploitation agricole maraîchère de 3 hectares avec 2 associés. Et cet accompagnement, il est en fait issu d'une volonté du domaine de Villarceau, mais enfin du projet de site, de pouvoir disposer d'une production de biens maraîchers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le site de Villarceau, il y a à la fois un restaurant et aussi une coopérative de consommateurs qui souhaitait pouvoir bénéficier de légumes bio, frais, locaux. Et donc, c'est ça qui a fait sens. Et donc, il y a eu un appel à candidature et c'est CEV qui a accompagné cette création d'une nouvelle structure juridique agricole. Ainsi, progressivement, l'exploitation agricole conventionnelle d'autrefois s'ouvre, se transforme, se recompose. Elle cohabite à présent avec un groupe d'entités variées, mais répondant toutes aux mêmes valeurs de départ.
l'usage devait être conforme aux valeurs portées par la Fondation et ses membres. Et c'est des valeurs de partage, d'équité, écologique, sociale, de paix, de diversité. Il fallait décliner des valeurs très générales sur un bout de territoire. Et ça a d'ailleurs été tout l'intérêt finalement de la chose. Parce que avoir des idées générales, ok, faire des choses dans son coin, ok, mais avoir décliné des idées générales ou des principes généraux à partir de quelque chose qui est unique, contextualisé dans l'histoire, dans la géographie, dans la société, là, c'est là qu'on construit le monde, quoi. Enfin, en vrai, c'est là qu'on fait les choses, quoi. Dans un tel projet, l'adaptation aux réalités du terrain est en effet primordiale mais complexe. Par exemple, la mise en place de l'agroforesterie, au-delà de son aspect technique et de son rôle de production, représente un enjeu paysager majeur. Je me suis pas mal occupé de toute la replantation des haies sur le plateau, là-haut. Et j'aurais à refaire aujourd'hui, je referais différemment parce qu'il y a des impacts qui sont un peu troublants par moment. Bon, c'est pas mal, mais voilà. Mais aujourd'hui, on aurait le regard critique de ce qu'on a fait et on ferait mieux, quoi. Voilà. Beaucoup de l'erreur paysagiste, c'était d'avoir des séquences très très arrêtées, très fermes, et qu'on retrouve à l'automne. Tous les 20 mètres, il y a un cornouiller qui est sanguin. Enfin voilà, on a un rythme qui est beaucoup trop qui est mathématique, quoi, et ça va pas du tout dans le paysage. C'est standardisé les haies, presque, ouais. Les haies, elles sont standards, bien sûr. Enfin voilà. Le centre et l'agroforesterie se sont développés et ont entraîné une profonde altération du paysage sur le secteur de Villarceau. Le paysage traité sur ce site extraordinaire et très intéressant est un paysage qui a complètement rompu les codes du Vexin. Ceci étant, c'est un paysage limité qui a été refermé d'une certaine manière, c'est comme ça. Probablement pourra-t-on le faire évoluer lui-même d'ailleurs, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir à ce type d'altération, mais à tous les types d'altération possibles. Je veux dire, si on fait du maraîchage qui démarre à peine à Villarceau, c'est aussi une transformation du paysage. Et donc, toutes ces transformations-là, il faut à la fois les accepter comme des nécessités économiques, mais en même temps, les travailler avec des gens qui ont un crayon, qui ont un regard, qui ont des idées, parce que à chaque occasion, on peut s'interroger, faut-il le faire là ou à côté, faut-il articuler ceci avec de telle et telle façon avec le voisinage, et donc toutes ces questions-là, qui ne sont pas venues spontanément, il faut qu'on les introduise par la méthode que nous allons mettre en œuvre. Autrement dit, les modes de gouvernance et de prise de décision sont des points essentiels pour mener, de manière durable et intégrée dans son territoire, un projet aussi ambitieux. Le domaine de Villarceau est un territoire d'expérience et de questionnement. Il présente de nombreuses réussites, tout en permettant de mesurer les limites et les contraintes d'une telle transition. La question financière, notamment, reste cruciale pour imaginer qu'un scénario similaire se produise sur une autre exploitation ou dans un autre territoire. La question de la reproductibilité est une question qu'on nous pose tout le temps, et on nous dit « mais s'il n'y avait pas eu une fondation, ça n'aurait pas été possible », ce à quoi je réponds qu'aucun grand changement ne s'est fait sans investissement massif. La société, en favorisant des expérimentations, des pratiques originales, en capitalisant tout ça, peut arriver à faire fonctionner des ensembles beaucoup plus durables. Mais ça suppose un investissement collectif. Ici, c'est la Fondation qui le porte, mais on peut très bien transposer ça à des niveaux beaucoup plus élevés, avec une autre gouvernance régionale, nationale, etc. Si le calcage du projet ailleurs, à l'identique, serait impossible et non pertinent, il n'en reste pas moins riche en inspiration et en enseignement.
Il démontre par bien des aspects que l'on peut concilier agriculture biologique, élevage, agroforesterie et grande échelle de production dans un ensemble vertueux et durable. La réunion de structures comme le Centre d'éco-développement, le Fournil ou le marché de la COP dépasse de loin les questions agricoles. Elle permet de mettre en pratique sur un même territoire les réflexions sur la consommation énergétique, sur les filières courtes, sur la transmission des idées auprès d'un large public. Gageons que cette grande action collective permette d'aller toujours plus loin dans le développement local et dans la diffusion des pratiques agroécologiques.